Bonsoir à tous, et on s'était donné rendez-vous ce soir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bad Mulch n'est pas là ce soir avec nous, c'est une première. Alors moi je considère que ça veut dire qu'il a perdu, parce qu'on était sur un combo de 13 épisodes à la suite sans rater une seule semaine, et il a avoué sa défaite, cette semaine il n'est pas là. On va quand même faire cet épisode, mais ça va être un épisode un peu spécial puisque vous savez normalement que cet épisode est filmé le vendredi ou le samedi en live. Et donc je vais cette fois-ci, sacrilège, je vais lire le chat pendant l'épisode pour voir vos réactions en live. Voilà, voilà. Et sinon, on a des sujets à traiter aussi. Donc c'est parti pour cette semaine un peu spéciale. Et en plus, jingle. Ouais, j'allais dire, et en plus, il y a des petites nouveautés. Donc, le jingle a été un petit peu updaté pour être un peu plus court. Il y a aussi maintenant des petites additions visuelles euh, qui s'étaient prévues pour... parce qu'en fait, on a dépassé les 50 épisodes du podcast. C'est assez cool. Donc, je voulais remettre un peu à jour tout ça. Donc, bah, déjà, bienvenue à tous. Donc, c'est le rendez-vous de la semaine. Cette semaine, moi j'avais du coup envie de profiter de cet épisode qu'on a entre nous, sans Mulch, pour parler de quoi? Pour parler d'un sujet assez contentieux, on va dire. Ça se dit dans ce contexte? Amadeus. Alors, si vous ne vous rappelez pas, et ça m'étonnerait que vous vous rappeliez à ce stade, Amadeus, donc on avait pendant la saison 1 du rendez-vous, on avait pris pour habitude, chaque semaine, de proposer un film à regarder pour la semaine suivante. Et le film la semaine suivante, on en faisait le commentaire et on en faisait le débrief. Et en avril, je crois, de l'année dernière, on avait donné à regarder Amadeus, donc c'était censé être le prochain film. Et sans aucune explication, on avait mis une pause dans le rendez-vous. Et on n'a pas refait d'épisode pendant, je crois, 6 mois ou 8 mois ou quelque chose comme ça, pour plein de raisons. Ce qui fait que on n'a jamais traité du film Amadeus. Donc, c'est le moment parfait pour en parler. L'émission a commencé? Oui, l'émission a commencé, les gens. Posez-vous dans le chat. Donc, Amadeus. Donc, pour vous rappeler un peu ce que c'était le film Amadeus, donc si vous l'avez pas vu, si vous n'avez pas vu ce film, je vous recommande vraiment de le voir. Là, on va le spoiler, bien sûr, pour pouvoir en parler. C'est un film qui a été fait sorti en 1984. D'accord. Et du coup, on l'avait regardé pour l'occasion. Et ça a été... J'ai fait énorme erreur, quand je l'ai re-regardé, de le regarder dans sa version Director's Cut, sortie en 2002. Donc, je vous recommande, si vous allez le regarder, n'allez absolument à aucun moment, n'allez jamais voir la version Director's Cut. Ça a été une déception, parce qu'en fait, je le montrais en plus à Mulch, le film, et c'était une tragédie pour moi que de le revoir et de ne pas l'apprécier, et de me dire que du coup, j'avais fait regarder la version Director's Cut pour la première fois, c'est-à-dire c'est leur première impression de l'œuvre, c'est la version un peu pourrie. Donc si vous avez vu les deux versions et vous préférez la Director's Cut, on peut en parler, hein. Mais non, là c'est oui c'est ça, montrer une version catastrophique alors que t'es hype, c'est horrible. Donc voilà, donc on va parler de pourquoi l'original est un chef-d'œuvre, et on va aussi parler de pourquoi la Director's Cut est catastrophique. Et voilà. Donc déjà, ce film-là, moi ce que j'aime bien dans ce film-là, c'est que un truc que j'aime bien dans ce film-là, c'est déjà les acteurs, ils sont superbes.
mais on les connaît pas du tout. Enfin, moi, je les ai pas trop vus dans d'autres films et tout. Donc, c'est assez spécial de voir un film qui est à ce niveau de qualité, mais avec des gens qui sont pas des méga stars. Je trouve que ça donne un petit côté pépite au film. Ça m'a fait ça aussi avec le film Shawshank Redemption, Les Évadés. Bon, on connaît tous Morgan Freeman, mais l'autre acteur principal, bah, je pourrais même pas vous dire son nom, tu vois. Donc ça donne une identité au film, je trouve. Attendez, je vais afficher à l'écran le nom du film pour qu'on sache de quoi on parle. Ça pourrait être pas mal. Est-ce que c'est possible? Ouais, je vais faire ça. Donc, le film Amadeus. De quoi il parle? Donc, c'est l'histoire de... Alors, c'est inspiré de la réalité, mais fictionnel. Parce que les personnages n'ont pas vraiment évolué comme ça, n'ont pas eu ces relations-là, ils vivaient pas exactement à la même époque. Les deux personnages, ce sont Salieri et Mozart. Il s'avère que c'est très romancé, bien sûr, mais vu que c'est inspiré de la réalité, ça permet de se projeter facilement dedans. Donc, tu as le personnage de Mozart qui est un prodige depuis qu'il est tout enfant. Tu le vois dès qu'il est enfant dans les cours des rois, etc., faire des représentations avec son père. Déjà tout petit, il était doué. Et d'un autre côté, tu as Salieri qui est compositeur de la cour de Vienne. Je crois que c'est à Vienne. Alors attends, oui, je crois que c'est ça. Qui est compositeur de la cour en tout cas. Et qui, bon, ça va, il est pas trop mal placé, mais il est pas reconnu. Personne ne va dire ah oui, ça c'est du grand Salieri, des choses comme ça, vous voyez. Alors que Mozart, enfin, quand on vous parle de Mozart, vous savez tout de suite qui c'est. Quand on vous parle de Salieri, vous savez pas forcément qui c'est. C'est un peu ça tout le long du film, le gros problème, parce que Salieri va pendant tout le film avoir une rancœur et une jalousie auprès à la personne de Mozart. Donc voilà, ça c'est le cœur du truc. Alors attendez, je vous mets le texte. Là il est énorme. Voilà. Voilà, maintenant il est tout petit. Donc, le film commence. Salieri rencontre Mozart. Il s'attend à avoir quelqu'un de... Vous voyez, il se dit, ah oui, c'est quelqu'un de prodigieux. Je vais pouvoir parler avec lui de musique et tout. Et il s'attend à avoir un collègue, quoi. Et là, il voit un malade mental. Enfin, lui, il considère que c'est quelqu'un de dévergondé, un peu fou, avec une coiffure extravagante, jeune. Et il se demande, mais comment Dieu a osé donner du talent à cette chose. En gros, c'est vraiment ce qu'il ressent dans le film. Voilà. Et alors, pourquoi ce film il est incroyable? Parce que tu vas avoir cette personne qui va vivre toute sa vie complètement dans la haine de Mozart. Et Mozart, lui il vit juste pour la création, il vit juste pour son art. Et de son vivant, il a du mal à vivre. Parce que même s'il a le talent, il n'a pas les connexions forcément. Il n'a pas les connexions qui lui permettent d'avoir des places, des positions. Et en plus, il est en avance sur son temps musicalement, donc les gens ne sont pas habitués aux œuvres qu'il produisent. Salieri, bien sûr, voit que c'est un chef-d'œuvre, tout ce qu'il fait, Mozart, mais les gens ne voient pas forcément ça. Donc, tu te retrouves dans cette situation où une des seules personnes qui se rend compte du niveau de talent de Mozart, c'est Salieri, mais c'est aussi une des personnes qui lui en veut le plus. Et je trouve que c'est ça qui est assez intéressant parce que d'avoir cette ambivalence en Salieri où il voit bien que c'est un génie. Mais il veut aussi sa mort pendant tout le long. Voilà, le film est un chef-d'œuvre, selon moi. Je vous recommande d'aller le voir. Et maintenant, j'ai envie de passer. Donc, si vous avez des questions, si vous avez une longue question, n'hésitez pas à la poser pour y répondre en fin d'épisode dans les questions segment réponse. Mais si vous avez un commentaire
sur ce que je suis en train de dire. N'hésitez pas à le mettre dans le chat pour que je puisse vous y répondre directement. Euh, ouais, mais là maintenant j'ai envie de passer à pourquoi le Director's Cut était une catastrophe, selon moi. Donc le Director's Cut est sorti en 2002, donc je sais pas vraiment comment... Enfin, moi j'ai toujours du mal avec le concept de Director's Cut, parce que pourquoi est-ce que la version initiale c'est pas le Director's Cut? Souvent parce qu'il y a eu des études qui ont été faites de marché avec le publisher du film, où ils ont montré ça à des publics cibles et ils ont regardé est-ce qu'ils aimaient ça. Il y a eu des retouches avec des... Voilà. Et il y a une sorte de... Il y a une sorte de, de problème dans le milieu des gens qui aiment le cinéma, de dire que c'est la director's cut qui fait foi. Qu'un film a plus de valeur en director's cut parce que c'est la vraie intention du directeur. Et moi, je suis pas sûr d'être d'accord avec ça parce que le film que j'ai regardé, ce n'est pas la director's cut. Et je n'ai pas aimé le film pour l'intention qu'avait le directeur par rapport à ce film. Moi, j'ai aimé le film par rapport à ce que j'ai vu au moment où je l'ai vu dans sa première version. Donc, quand tu me proposes une director's cut, c'est comme la plupart des gens l'imaginent comme si tu avais une version plus pure du film. Mais si le film, le concept qui t'a plu, c'était ce qui a été retouché par rapport aux intentions du directeur, parce que la création d'un film n'est pas n'est pas un procédé qui se fait que par une personne, il y a toute une équipe derrière. Et ben en fait, c'est pas une version plus pure, c'est une version altérée que tu es en train de regarder en regardant la Director's Cut. Donc je suis un peu mal à l'aise avec le concept de Director's Cut, et je pense que c'est vraiment pas par défaut la meilleure version quand c'est une version Director's Cut. Donc là, c'est une version, là c'est ça qui m'intéresse, le film original est sorti en 1984. Puis il a été repris en 2002 dans la version Director's Cut. Donc est-ce que il y a littéralement eu 18 ans où ils n'ont pas touché au film et après ils ont fait la Director's Cut? Ou est-ce que c'était une Director's Cut qui existait déjà et qui a été sortie en 2002? Ça, on le saura jamais. En tout cas, j'ai pas eu l'info. Mais donc dans cette Director's Cut, il y a 20 minutes qui sont rajoutées au film. Donc déjà, le premier truc, c'est que les 20 minutes qui sont rajoutées au film, j'ai vraiment pas l'impression qu'elles ont ajouté beaucoup. C'est-à-dire que la longueur n'était pas nécessaire. Le film se suffisait à lui-même sans les 20 minutes supplémentaires. Mais en plus, je pense qu'il y a certaines scènes qui ont complètement changé le film dans ce que j'ai vu. Et notamment une scène en particulier, qui est une scène où... c'est une scène... Alors, donc pour vous raconter un peu l'histoire, il manque d'argent, Mozart, dans le film. Et dans la version originale, Salieri refuse d'aider la femme de Mozart qui vient lui demander de l'aide. Il refuse de l'aider. Il lui dit oui, je vais voir ce que je peux faire, et finalement il fait rien. Donc ça, c'est dans la version originale. Dans la version Director's Cut, il dit oui, je vais l'aider, venez ce soir. Donc elle vient, et en gros, ce qu'il lui dit, c'est venez et pour vous aider, en gros, vous allez vous prostituer, quoi. Donc il lui fait venir chez lui le soir, la femme, pour, soi-disant, l'aider, parce que du coup, elle va se prostituer pour lui, et lui, en échange, il va parler à la cour du travail de Mozart. En gros, hein. Donc ça, c'est dans la version Director's Cut, tout ça. Donc, déjà, premièrement, ça veut dire que... Et une fois qu'elle vient, il lui fait se déshabiller, je crois. Et après, il la laisse en plan, au final, pour l'humilier. En mode, regarde jusqu'où t'es prêt à descendre, quoi. Tout ça pour dire, franchement, cette scène, elle est horrible, parce que ça fait du personnage de Salieri un monstre. Qu'il n'est pas forcément... Il est fou dans l'original, mais c'est pas un monstre, et il a pas des relations avec la femme. Il reste il garde une façade auprès de la femme dans l'original, qui donne l'impression que ce mec-là, en fait, il est sympa avec Mozart, etc.
Et il y a une scène que tu vois dans l'original à la fin, où quand la femme elle arrive chez Mozart et que Mozart il est mort d'épuisement et que Salieri était ou sous la dictée de Mozart pendant qu'il mourait d'épuisement, où la femme, tu vois qu'elle a compris que Salieri c'est un salaud avec Mozart. Et dans l'original, ça permet de donner l'impression que la femme, en fait, elle a déjoué la personnalité de Salieri juste avec le peu d'informations qu'elle avait. Et donc ça donne à ce personnage-là une qualité. Dans la version Director's Cut, elle arrive et du coup, bah oui, elle sait déjà que Salieri c'est un salaud, donc ça n'ajoute, enfin, ça sert à rien quoi. Et on se demande pourquoi elle a pas éloigné Salieri plus tôt du coup. Enfin bref, c'est une catastrophe. Salut Constantin Levine. Ouais, c'était une catastrophe. Est-ce que vous avez vu Amadeus? Et si oui, est-ce que vous avez vu la Director's Cut? Parfois ça s'appelle Director's Cut sans que ce soit des changements voulus par le directeur. Ouais, ça arrive aussi. En fait, c'est les mêmes gens qui sont puristes de la nourriture. Les vrais Lasianes, c'est comme ça et c'est les meilleurs. Oui, je connais quelqu'un qui est puriste de la guacamole aussi. Et des tacos. Personnellement, mon côté nerd est souvent attiré par le fait d'avoir du contenu en plus, même si c'est artificiel. Ouais, je vois le genre. Moi, je m'étais donné du mal à retrouver la version originale de Blade Runner qui était sortie en salle, parce qu'apparemment, celle-là avait une voix off et était plus intéressante. Mais franchement, je vois pas trop. En fait là, je vais fâcher des gens, mais Blade Runner, la vibe est super dans Blade Runner, la vibe est bien. Mais en tant qu'histoire, je suis pas. Pour l'époque, peut-être, c'était hyper stylé. Mais ouais. Euh, j'ai vu la version allemande en cours d'allemand dans les années 2000. Donc si c'était dans les années... Attends, dans les années 2000, mais début 2000 ou après 2002? Parce qu'il y a des chances que tu te sois tapé la version allemande de la Director's Cut. Je considère qu'une scène ajoutée est intéressante si elle permet d'ajouter de l'ouverture à un personnage au fil narratif. Dans le cas du film que je n'ai pas vu, ça semble plutôt de fermer le personnage de Salieri. Oui, exactement, ça ferme le personnage de Salieri. Ça empêche de donner au personnage de Salieri une dimension un petit peu mystique qu'il avait dans l'original. Parce que dans l'original, il est vraiment en défiance vis-à-vis de la foi et de Dieu. Et on a vraiment l'impression que c'est un personnage qui voulait avoir du talent et qui n'arrive pas à avoir ce qu'il veut. Et rajouter cette scène qui ajoute un côté perfide au personnage, même s'il est perfide hein, dans le film, mais là c'est un côté perfide qui a aucun rapport avec son talent. Il cherche à humilier la femme de Mozart sans aucun lien avec le talent de Mozart. Alors que dans l'original, tout ce qu'il fait, c'est lié au talent de Mozart, c'est lié au fait que lui a un problème d'ego, hein, tout simplement. C'est fondamentalement ça le problème du film. Hein. C'est son ego qui l'empoisonne tout le long. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que dans cette personnalité de Salieri, où il a un problème d'ego fondamental, il a une jalousie par rapport à ce personnage, en se disant moi je pourrais jamais faire ce qu'il fait, et il passe complètement à côté de la vie qu'il aurait pu passer, dans laquelle il vit en présence de Mozart, en ayant les moyens de lui donner les moyens à Mozart d'exprimer son talent. C'est-à-dire que lui est compositeur de la cour, reconnaît le talent de Mozart pendant que tout le monde dit que c'est un gros con Mozart, qui veut faire des pièces qui devraient être interdites, qui devrait pas faire danser les gens sur scène, qui utilise beaucoup trop des notes beaucoup trop compliquées, etc. Et lui, il loupe l'opportunité de donner la possibilité à Mozart d'exprimer son talent qu'il reconnaît lui-même. Donc c'est ça qui me fascine, c'est-à-dire que juste à cause d'un problème d'ego, le mec passe à côté de sa plus belle vie, quoi. Imaginez que imaginez votre artiste préféré, ok? Vous imaginez votre artiste préféré. Et vous êtes
Votre artiste préféré n'est pas reconnu mondialement, d'accord? Et vous êtes dans une position de pouvoir. Est-ce que être, être la personne qui va pouvoir lui permettre de faire ses preuves et de pouvoir exprimer son talent, est-ce que ça vous donnerait pas la plus grande satisfaction? Même si vous ne pouvez pas avoir son talent. Vous voyez ce que je veux dire? Il voulait être compositeur, il devrait être producer, ouais, c'est ça. Je vois du coup que Utiol, tu n'as pas vu Amadeus, donc je te recommande vraiment d'aller voir Amadeus, version originale, non. Director's Cut, mais je crois qu'on a compris. Trop longtemps pour que je m'en souvienne, il faut que tu le revoies, je pense. Stop Cruauté Animal, l'original, il est pas mal. Il est pas mal. Amadeus, c'est mieux que La La Land. Alors je vais vous décevoir, j'ai pas vu La La Land. Mais il y a de fortes chances que ce soit mieux que La La Land. Mais en fait, j'ai aucun moyen de savoir pour le moment puisque je l'ai pas vu. Ouais, du coup, voilà, c'était pour finalement, une bonne fois pour toutes, parler de Amadeus. Vous savez, les films et séries, donc il y a quelques semaines, on nous a demandé de recommencer à parler de films et de séries. Euh, il y a pas mal de films et de séries des- euh, dont j'aimerais parler. La dernière fois, j'ai proposé Fisher King, mais je pense pas que Mulch l'ait encore regardé. Donc pour le moment, on va pas passer à la suite. Mais ouais, j'ai pas mal d'autres films et séries que j'aimerais parler avec vous. Après, il y a des trucs que j'avais vus à l'époque, que j'avais mis dans ma petite liste de trucs notables, de trucs que j'aimerais recommander, qui aujourd'hui, je les recommanderais sans doute pas. En fait, je commence à avoir un problème avec le concept de dystopie. Je pense que les dystopies ont été écrites juste après, dans une période de reconstruction, à l'après-guerre, dans une période où on était en train de sortir de périodes horribles, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, les dystopies sont juste complètement inutiles, voire néfastes. Parce qu'on est dans une dystopie actuellement. On est en train de reproduire un par un tous les patterns qui ont été proposés dans les dystopies. Donc je pense que continuer à parler de dystopie, dont le seul rôle, en fait, le seul rôle d'une dystopie, c'est de prévenir d'un avenir dangereux pour qu'on puisse l'éviter. D'accord? Donc si on est actuellement en train de mettre en place la dystopie et que, en fait, quand j'essaie de parler d'une dystopie, je parle juste de ce que proposent activement nos opposants politiques actuellement, bah ça me donne pas envie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Les dystopies n'étaient pas censées devenir un mode d'emploi. Exactement, exactement. Alors je vous rappelle le concept de l'émission. Donc tous les deux avec Bad Mulch et moi BPT, nous parlons des sujets d'actualité, nous parlons des news pendant l'émission. Et à la fin de l'émission, il y a un segment questions-réponses. Vous pouvez nous demander à nous deux, moi et moi, du coup, cette semaine, vous pouvez nous poser des questions en allant sur lerendez-vous.fr/don ou juste vous pouvez cliquer sur le lien qui est à votre disposition quelque part. Et je vais y répondre ou la semaine prochaine. Ça dépendra si c'est une question spécifiquement pour Bad Mulch. Là, il est en train de manger des popcorn, donc je suis pas sûr qu'il puisse répondre tout de suite, tout de suite. Voilà, donc c'est le concept. Alors, ok, je voulais vous parler d'un truc. C'était le fait que je me suis complètement racheté un ordinateur. Alors, pas complètement en fait, que partiellement. C'est ça qui est bien avec les ordinateurs, les PC en tour, vous voyez, c'est que tu peux en racheter qu'une partie. Donc j'ai racheté des pièces pour mon ordinateur. En fait, j'utilisais un processeur qui a maintenant 9 ans. Donc ça fait 9 ans que j'utilise le processeur. Et ça va, hein, il n'avait pas trop de problèmes. C'est-à-dire que si j'étais un utilisateur lambda d'ordinateur, je pense qu'aujourd'hui, tu peux encore continuer à utiliser un ordinateur qui a un processeur d'il y a 10 ans. C'est un truc qui est bien avec le fait que la technologie, les améliorations technologiques sont pas si énormes d'année en année par rapport à il y a 20 ans.
un truc qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez très facilement racheter du matériel d'occasion. Et ce matériel d'occasion pourrait être incroyable. Comparé à il y a 20 ans, il y a 20 ans, vous achetiez du matériel d'il y a 5 ans et c'était complètement inutilisable, vous voyez. Là, aujourd'hui, tu achètes du matériel d'il y a 5 ans et tu as un truc incroyable. Euh, donc là, en fait, j'utilisais du matériel qui avait 10 ans et franchement, moi, je vous le recommande de garder votre matériel, si c'est du bon matériel pendant tout ce temps. C'est juste que je ne suis pas un utilisateur lambda, c'est mon outil de travail et je commençais à avoir des difficultés à avoir un ordinateur sur lequel, en même temps, je faisais un stream, en même temps, je programmais des jeux et en même temps, je regardais des vidéos en parallèle, les trois. Ça commençait à être compliqué pour mon ordinateur et franchement, c'était pas agréable parce que du coup, le truc était tourné à fond quand je lançais ça. Des fois, il y avait des instabilités, donc j'ai décidé de changer. Mais du coup, c'est ça qui est bien, c'est que du coup, je peux calculer combien m'a coûté cet ordinateur que j'ai eu pendant 8 ans. Donc le processeur a 9 ans, mais moi j'ai eu l'ordinateur pendant 8 ans. Donc pendant 8 ans, j'ai eu cet ordinateur et il m'avait coûté à l'achat 800 € pour toutes les pièces à l'époque, d'accord? Donc au final, ça m'a fait un ordinateur qui m'a coûté que 100 € par an aujourd'hui. Et en plus, aujourd'hui, il n'est pas cassé, il est juste décommissionné, on va dire. C'est-à-dire que je pourrais le réutiliser ou le vendre ou le donner à quelqu'un d'autre. Et il y a pas mal des pièces que j'ai réutilisées pour mon nouvel ordinateur. Donc le bilan, c'est que je crois parce que souvent on se dit, alors attends, qu'est-ce qui est le moins cher? Est-ce que je m'achète un ordinateur déjà tout fait que je peux pas sur lequel je peux pas renouveler les pièces, etc. Ou est-ce que je m'achète un ordinateur à monter moi-même? Et avec le recul, du coup, je pense qu'un ordinateur à monter soi-même, ça vaut le coup parce que entre temps, j'ai changé la carte graphique plusieurs fois. Donc à chaque fois, c'est comme si je m'étais racheté un nouvel ordinateur. Sauf que ça m'a coûté que le coût de la carte graphique à chaque fois. Voilà, c'est un peu un peu le bilan que je fais là-dessus. C'est intéressant parce que ça faisait 9 ans 8 ans que je réussissais à continuer à l'utiliser. Mais là, il a fallu que je change. Alors, franchement, il y a un côté stressant à recevoir toutes les pièces. Ne pas être sûr de si les pièces vont être compatibles les unes avec les autres. Parce que théoriquement, elles le sont, mais dans les faits, tu sais pas. C'est aussi stressant tout le long de la fabrication parce que tu mets toi-même les pièces les unes dans les autres. Tout le long, tu te demandes est-ce que j'ai pas loupé une étape? Est-ce que j'ai bien fait les choses? Euh, je vous avouerai que tu as un petit stress tout le long, un petit sentiment d'anxiété tout le long. Et au final, donc j'ai monté tout le truc et la magie de Linux, j'ai juste pris mes disques durs de mon ancien ordi et je les ai mis dans mon nouvel ordi. J'ai rien touché. J'ai rallumé et tout était là. Tout était là, il y a rien eu à faire du point de vue logiciel. Si j'ai eu un câble, alors c'est pas du point de vue logiciel, mais j'ai eu un câble, ça m'a fait hyper peur. C'est un câble pour relier mon disque dur qui était pété et l'ordinateur il était en train de crier. Mais du coup, de juste pouvoir, ouais, c'est ça, de juste pouvoir appuyer sur on et là, tout fonctionne. C'est-à-dire, t'as littéralement ton ordi n'a pas bougé quoi. Et après, tu vas voir dans les paramètres système et ils te disent, bah non, non, vous avez votre processeur a maintenant 24 threads au lieu de 8. Donc ouais, c'est assez cool. Ouais, ouais, ouais. Donc nouvel ordi, ce qui veut dire que ça va être beaucoup plus simple pour moi de faire du montage vidéo et de faire des streams. Et avant, c'était possible, mais c'était une souffrance, vous voyez. Donc je pense que je vais avoir beaucoup plus de facilité à lancer des streams et à faire du montage vidéo parce que je n'ai pas de logiciel de montage vidéo qui utilise la carte graphique perso. J'ai que des logiciels de montage vidéo qui utilisent le processeur. Donc avec le vieux processeur que j'avais, c'était pas la joie. Flex, bah ouais, je flex. Bien sûr, je flex. Parce que franchement, c'est un grand moment quand tu peux faire ces investissements-là, tu vois.
C'est pour le taf, les gens. C'est trop marrant parce que je, je ne suis pas du tout un joueur PC. Je connais des gens, ils ont un PC, ils jouent sur leur PC à tous les jeux sur leur PC. J'ai jamais joué à mes jeux sur PC. Et du coup, j'ai un setup qui théoriquement est incroyable. Je me suis acheté une carte graphique l'été dernier. Et quand je me suis acheté la carte graphique l'été dernier, j'ai acheté Red Dead Redemption 2 et Horizon Zero Dawn pour tester les capacités de la carte graphique. Donc j'ai téléchargé une sauvegarde de Red Dead Redemption 2 pour avoir tout débloqué, juste pour pouvoir me balader, pour tester, pour pousser la carte graphique. Et depuis, j'ai juste jamais relancé le jeu. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis pas joueur. Là, c'est vraiment mon poste de travail, tu vois. C'est vraiment, je travaille sur cet ordi. Je suis pas un joueur ordi, moi. Je fais des jeux sur mes ordis, mais je ne joue pas aux jeux dessus. C'est quoi la carte? Alors, c'est assez intéressant le choix d'une carte graphique quand tu es développeur de jeux vidéo. Moi, je pense, j'ai longuement réfléchi. Je pouvais techniquement m'acheter quelque chose d'un peu plus cher si je voulais. Mais j'ai décidé de prendre une 3060 de Nvidia parce que c'est une des cartes les plus utilisées sur les sondages que fait Steam. Donc, moi, je me suis dit, ça serait bien que je n'ai pas un ordinateur trop puissant pour que je puisse rester sur Terre, en gros, que je puisse rester terre à terre par rapport à l'usage qu'auront les gens de leur ordinateur quand ils vont télécharger mon jeu sur leur ordinateur. Je pense qu'il y a ce problème pour beaucoup de développeurs de jeux où les jeux sont faits avec des ordinateurs dernier cri et ils sont du coup un peu déconnectés quand tu vois par exemple des jeux tournés et après les gens l'installent sur leur ordi que c'est des bons ordi que les gens ils ont et pourtant le truc galère. Je pense que ça peut être bien de rester sur du matériel à peu près normal. Et franchement, cette carte-là, je crois que les gamers sont juste ils ont un problème. Je crois que les gamers, ils doivent avoir le même gène que les milliardaires, tu vois, les gamers PC Master Race. Ils doivent avoir le même gène de problématique d'accumulation de richesse des milliardaires parce que moi j'ai cette carte du coup. Théoriquement, les gens ils disent ouais, ça va, c'est une bonne carte. Je n'ai aucun problème avec cette carte. Je fais tourner les jeux sans aucun problème, avec des vitesses folles, avec tous les paramètres au maximum. Et je vois je sais pas, je vois les gens dire non, il faut absolument une 70, 80, je sais pas quoi. Et je pense que ces gens-là, si tu leur montrais le jeu sans qu'ils aient accès aux paramètres dans les options, ils se poseraient pas de questions, tu vois. Mais vu qu'ils ont accès aux paramètres et qu'ils savent que le truc il est actuellement pas en train de tourner à la vitesse de leur moniteur ou que le truc il utilise DLSS, il utilise une technologie pour générer des pixels et du coup lui il veut non, moi je veux que ma carte graphique génère chaque pixel, je veux pas que les pixels soient générés artificiellement, etc. Je pense que c'est pas raisonnable. Je pense que y a beaucoup de gamers qui c'est plus sur le domaine du raisonnable, c'est vraiment on est sur du tuning, tu vois. On est sur des gens qui vont faire en sorte que leur voiture peut rouler à 230 km/h et ils vont jamais pouvoir la faire rouler à cette vitesse-là, tu vois. On est sur des problèmes comme ça, je pense. Avec ma 5090, super, je fais tourner mon jeu, c'est quoi le problème? Non, mais t'as pas une 5090. C'est celle qui vient de sortir là, non? C'est de la folie. D'ailleurs, on pourrait parler de ça un petit peu. Nvidia a juste. Nvidia est arrivé avec une innovation logicielle. Ça, je crois que c'est un des plus beaux moments d'un point de vue technologie. Ils sont arrivés avec une innovation logicielle qui était que ils pouvaient maintenant générer plus d'images par seconde. Donc, pour les non-initiés, je vous rappelle un peu le contexte. Les cartes graphiques permettent
de faire le rendu 3D visuel d'un jeu, d'accord? Donc c'est la carte graphique, tu vas lui demander, je veux que tu me génères les images. Plus la carte graphique est puissante, plus en un temps réduit, elle va pouvoir générer beaucoup d'images. Donc par exemple, sur une carte graphique très puissante, tu vas pouvoir générer ton image à très grande résolution, par exemple en 4K, avec 60 fps, 100 fps. Les fps, c'est le nombre d'images par seconde. Et donc les joueurs, eux, ce qu'ils regardent, c'est comment faire augmenter le nombre d'images générées en une seconde. C'est ça qu'ils recherchent, d'accord? Donc là, tu as Nvidia qui arrive. Et donc chaque année, du coup, ce que les gens regardent, c'est on est passé de combien d'images par seconde par rapport à la génération précédente de cartes. Donc, par exemple, la génération précédente de cartes faisait 60 images par seconde. La nouvelle génération fait maintenant 80 images par seconde. Voilà, il y a une augmentation de 20 images par seconde. Nvidia est arrivé avec cette génération-là, avec une innovation logicielle qui a été présentée, une innovation logicielle qui a été présentée en parallèle de la sortie de leur nouvelle génération de cartes graphiques. Mais lorsqu'ils ont présenté les améliorations techniques, c'est-à-dire lorsqu'ils ont présenté leurs chiffres, ils ont comparé la capacité de leur nouvelle carte avec le nouveau logiciel, avec l'innovation technologique logicielle, et ils ont comparé ça avec l'ancienne carte et l'ancien logiciel. Donc, ils ont osé dire que tu avais une augmentation de 2 fois la puissance de la carte précédente. Mais en fait, c'est pas une augmentation de 2 fois la carte précédente. C'est juste que cette nouvelle carte-là, elle a peut-être une augmentation de, je sais pas, 14%, 40%, j'en sais rien. Et en plus de ça, ils ont une innovation logicielle qui ne génère pas des nouvelles images, qui ne fait pas un rendu de nouvelles images, qui fait une interpolation entre plusieurs images. Et l'innovation est bonne, c'est pas ça la question, c'est juste que la manière de le présenter était juste très très manipulatoire. Voilà, je trouve que c'était intéressant de parler de ça. Certains pensent être capable de capter du 800 fps avec les yeux. Je viens de prendre une AMD 7800 XT après 10 ans sur ma GTX 970 de Nvidia. Alors ouais, c'est un énorme jump. C'est un énorme jump. Ce qui est chiant aussi, c'est qu'au bout d'un moment, ton GPU, c'est 70% le prix de ton PC. Ouais, mais alors... Ouais. Mais dans ce cas, c'est quel GPU que tu as pris? Parce que les prix ont augmenté récemment, mais je pense que les gens prennent des GPU trop chers. Je pense que les gens pensent avoir besoin de GPU. Tu vois, moi j'ai pris un GPU, le 3060, et je pense que les gens pensent avoir besoin de GPU beaucoup plus puissants que ça. Et je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Je pense que c'est pas nécessaire. Voilà, donc là, c'était le petit moment carte graphique, les gens. Des films utopiques, ça semble moins scénarisable. Je serais curieux d'en trouver. Alors parlons d'utopie. Maintenant, c'est une bonne idée, les gens. Parlons d'utopie. Pourquoi? Parce que je voulais vous annoncer que je me lançais dans une refonte du site bienfaitpourtous.fr. Alors le site bienfaitpourtous.fr, je l'ai lancé, je crois, en 2022. Si je me souviens bien, alors attendez. Le site est en ligne, c'était le 28 juin 2022. Ça va faire bientôt 3 ans qu'il est en ligne, ce site-là. J'ai peu de temps à dédier à ce site, d'accord? Et c'est un site qui était censé pouvoir avoir un support textuel pour toutes les propositions que j'avais envie de faire. Et il y a aussi dessus les ressources que je propose, que je trouve, des trucs sympas. Il y a des fiches de lecture sur Bernard da Silva, par exemple, dessus et tout, c'est sympa. Mais j'ai décidé de faire la refonte du site. Attendez, je croyais avoir publié. Ah, j'ai oublié de publier. Normalement, j'avais publié un article pour dire refonte du site. Bon, ça n'a peut-être pas été publié alors. C'est pas grave, je le publierai après. Mais ouais, du coup, refonte du site, pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais mis beaucoup de propositions sur le site. Mais la manière dont je m'étais dit, c'est je vais mettre toutes les propositions
qui me passent par la tête. Et pour le moment, je mets juste les titres. Et au fur et à mesure, je reviendrai et je rajouterai le contenu. Et en fait, ça fait 3 ans que, bon, par-ci par-là, je rajoute un peu de contenu. Mais quand les gens arrivent dessus, c'est des pages complètement vides, en fait, qu'ils trouvent une fois qu'ils cliquent sur les trucs. Et j'aime pas trop ce concept-là. Donc du coup, j'ai décidé de faire une refonte où je vais rajouter les pages les plus importantes dans les prochaines semaines. Je vais rajouter les pages les plus importantes et je vais les remplir, en fait. Et comme ça, les propositions qui seront dessus, je vais les poster qu'une fois qu'il y aura un minimum de texte dessus pour avoir la base, quoi. Parce que j'aime pas le concept que les gens arrivent dessus et c'est du contenu vide. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Je voulais vous dire ça. Il y avait d'ailleurs. Alors, est-ce que. Alors, non, j'ai pas publié encore, mais du coup, ouais, j'ai commencé à, à réunir un peu toutes mes notes pour essayer d'améliorer tout ça. Mais donc voilà, donc je vous l'annonce et vous verrez des nouveautés là-dessus. Je vous dirai quand la refonte sera terminée. Tu peux enlever le titre Amadeus, merci. Merci Navnico. euh... Ouais, une carte graphique à 900 €. Non, non, non. Moi, je crois que j'avais payé 300 pour ma carte graphique. Alors, donc voilà, c'était pour vous tenir au courant que j'allais faire une refonte de Bienfait pour tous. Ensuite, euh, ouais. Alors ça, c'est un truc que je voulais savoir si vous étiez intéressé là-dessus. C'est par rapport à Fallacy Quiz, donc le jeu Fallacy Quiz. Est-ce que ça vous intéresserait un mode de jeu où vous pourriez jouer en multijoueur avec un nombre illimité de joueurs? Donc ça veut dire que il y a un quiz centralisé et autant de joueurs qu'on veut peuvent rejoindre avec par exemple leur téléphone. Est-ce que ça vous intéresserait? Parce que je crois que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais si je le fais et que derrière personne n'en a l'utilité, je sais pas, hyper pertinent. En fait, c'est toujours le problème. Tu sais pas si tu peux te lancer ou pas. C'est le problème tant que t'as pas percé, que ce soit Mulch dans ses vidéos ou que ce soit moi dans mes jeux, tant que t'as pas percé, tant que t'as pas une niche, tant que tu sais pas si les gens seront au rendez-nous pour ce que tu vas produire, c'est un peu compliqué de se lancer. On n'a pas les outils pour faire des études de marché. Même les sociétés qui ont des outils pour faire des études de marché folles, au final, ils font un jeu vidéo sur les Funko Pop, tu vois. Donc, les études de marché, elles ne sont pas forcément utiles. C'est très imprévisible tout ça. Et derrière, c'est des mois, des semaines et des mois de travail sur des projets. Et tu sais pas vraiment si ça va payer, quoi. C'est tout l'avantage finalement, mais ça a beaucoup de mauvais, hein, le salariat. Moi personnellement, je préfère ma position, même si elle est, euh, même si c'est une position un petit peu, comment on appelle ça, précaire. Je préfère ma position précaire que le salariat pour le moment. Mais c'est vrai que le salariat, à la fin du mois, tu as un salaire. Et voilà, quoi. Quand tu finis ta journée, tu penses à autre chose. Enfin, dans la plupart du temps, tu pourrais théoriquement penser à autre chose, mais tu n'y arrives pas parce que le boulot est horrible, etc., etc. Mais bon. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté qui est pas mal dans le salariat de se dire, voilà, je sais que quel que soit le travail, tant que je fais mon travail, je suis payé. Là, tu peux faire ton travail. Là, par exemple, je pourrais me lancer sur un jeu pendant 3 ans, travailler 40 heures par semaine minimum, mettre tout ce que j'ai dedans, c'est-à-dire jamais je travaille. Tu vois, mes journées, c'est des vraies journées, c'est pas des journées de bureau où je fais genre je travaille, tu vois, c'est des vraies journées. Et à la fin des 3 ans, j'ai rien. Parce que ce que j'ai fait, ça intéresse personne. Vous voyez, il y a ce côté-là qui est un peu troublant avec.
avec tout ça. Donc voilà, qu'est-ce que vous me dites? Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Alors l'idée pour Fallacy Quiz, ce serait que tu puisses lancer une partie. Donc là, actuellement, il y a une partie, tu peux lancer des parties un joueur et tu peux lancer des parties multijoueurs avec plusieurs manettes ou deux personnes sur un même clavier. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'avoir un mode de jeu où les gens peuvent jouer depuis leur portable et sur lequel n'es pas limité à 4 joueurs. Sur lequel tu pourras avoir, je sais pas, 8 joueurs. Je vois l'utilité pour un défécateur qui fait le jeu avec son chat par exemple lors d'un live. Ouais, ça pourrait être pas mal comme ça. Je sais plus si je t'en avais parlé, mais est-ce que ce serait possible, en utilisant une IA ou quoi, de demander aux joueurs de créer des raisonnements fallacieux? Alors déjà, ok, je sais pas pourquoi les gens me parlent d'utiliser de l'IA dans le cadre de Fallacy Quiz. Il faut comprendre un truc déjà, c'est que moi, je sais qu'actuellement il n'y a pas de loi autour de l'IA, il n'y a pas de réglementation et que les entreprises font un peu n'importe quoi. Moi, je n'accepterai jamais d'utiliser l'intelligence artificielle sans qu'il y ait derrière une vérification faite sur le output de l'IA par un humain avant l'usage de l'output. Je pense que ça devrait être une réglementation obligatoire. Je trouve assez fou aujourd'hui que les utilisateurs soient mis directement en face d'une IA et que les réponses de l'IA soient données à l'utilisateur sans jamais que l'entreprise n'ait validé les outputs de cette IA. On se retrouve dans des situations assez incroyables dans lesquelles tu as des IA qui disent aux usagers, par exemple, de manger des pierres ou du poison ou des choses comme ça. Ça arrive. Donc jamais, personnellement, moi c'est un truc qui me semble évident et si les gens veulent pas le faire, c'est leur problème. Et moi, je le ferai. Jamais je ne proposerai un service sur lequel il n'y a pas une vérification de l'output de l'IA par un humain. Alors, à la limite, si tu utilises un modèle sur lequel tu as un contrôle des sorties très 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 strict et que tu peux évaluer la pire chose qui puisse arriver et que la pire chose qui puisse arriver n'est pas grave, je peux voir en quoi ça peut être utile. Un exemple de ça, ce serait par exemple de pouvoir faire de la reconnaissance d'écriture manuscrite. La reconnaissance d'écriture manuscrite, à la limite, vu que l'usager il voit tout de suite ce qu'il est en train d'écrire et que la pire déformation que l'IA peut faire, c'est de changer l'input de l'humain et l'humain peut du coup dire ah non je vois qu'il y a un problème et que c'est tout de suite visible, pourquoi pas. Mais des choses sur lesquelles je n'accepterai pas, c'est par exemple résumer tout un texte. Le concept que maintenant sur les portables Apple, ils te donnent un résumé des notifications fait par une IA, je trouve ça fou. Que ce soit autorisé, je trouve ça fou. Parce qu'il n'y a rien qui dit que ce résumé sera factuel. Rien du tout. Donc, et le pire, c'est que dans le cadre de Fallacy Quiz, c'est quasiment improbable que l'IA soit utile pour pouvoir, pour pouvoir nous parler de raisonnement fallacieux, de rhétorique fallacieuse. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les subtilités qu'il faut être capable de remarquer dans le langage pour reconnaître les rhétoriques fallacieuses sont quasiment impossibles à gérer par des IA. J'ai vu des gens essayer, j'ai moi-même essayé de faire des tests. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Déjà sur des trucs hyper clairs, sur des textes explicites, l'IA se trompe. Mais alors là, quand on parle d'implicite, d'informel, non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc voilà, non, il n'y aura pas d'utilisation d'IA. C'est assez clair, ouais. Mais de demander aux joueurs de créer des raisonnements fallacieux, en plus, ouais, créer des raisonnements fallacieux, c'est vraiment pas mon but que les gens puissent créer des raisonnements fallacieux. Hein. Donc j'ai vraiment formulé le quiz
pour détecter les raisonnements fallacieux et les déjouer. Je veux vraiment pas apprendre aux gens à créer des raisonnements fallacieux et des rhétoriques fallacieuses. C'est vraiment pas mon objectif. Voilà, voilà. C'était pour répondre à ça. Donc ouais, donc si ça vous intéresse, vous m'avez pas trop répondu là-dessus, mais je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être faire un mode multijoueur avec le portable. Je pense que ça pourrait être intéressant sur des trucs en groupe, genre dans une classe par exemple. Pour apprendre à se défendre, faut apprendre à attaquer, mais c'est pas ok. C'est pas vraiment une arme que tu veux utiliser les raisonnements fallacieux. En fait, dans les rhétoriques fallacieuses et les logiques fallacieuses, tu préfères quand même ne pas les utiliser parce que tu as sans doute. Ok, donc si tu penses que tu as raison, utiliser des raisonnements et des rhétoriques fallacieuses devant un public que tu respectes risque de te mettre en difficulté et d'évaluer la valeur de ton propos euh, ou, ou te poussera à abrutir ton audience pour pas qu'il soit en capacité de repérer les rhétoriques fallacieuses que tu utilises. Dans tous les cas, si vous avez un objectif de sortir de l'obscurantisme les gens avec qui vous interagissez, à terme, les rhétoriques fallacieuses que vous employez vont se retourner contre vous, puisque votre public et vos personnes qui vous entourent vont vous dépasser complètement et vont se dire mais attends, il utilise des rhétoriques fallacieuses, c'est n'importe quoi. Et en plus, si vous êtes amené à utiliser des logiques et des rhétoriques fallacieuses, ça veut dire que vous n'avez pas les compétences argumentatives ou les capacités de démontrer que vous avez raison. Donc ça peut être pour deux raisons. Soit vous n'avez pas les capacités parce que techniquement vous n'êtes pas entraîné sur le sujet, soit vous n'avez pas les capacités parce que techniquement vous avez tort. Et il n'y a pas d'argument qui vous donnerait raison. Donc je pense que au moment où vous devez utiliser une rhétorique fallacieuse, c'est un aveu de défaite. Je le pense vraiment. Donc ça peut être marrant d'en utiliser, mais je pense qu'il faut pas. Enfin, c'est vraiment pas une arme qu'on veut utiliser, c'est vraiment une arme qui se retourne contre nous au final. Hein. Euh, je tire ça des jeux de stratégie, jeux de Go. Ça serait justement un bon mode de jeu d'être le méchant et de faire des raisonnements fallacieux. Bah non, parce que je veux pas apprendre. Ok. Oui, le jeu de Go, moi j'adore le jeu de Go perso, mais je vois. Enfin, tu veux le côté ludique d'utiliser des raisonnements fallacieux. Je préfère ignorer la possibilité d'un côté ludique de proposer aux gens de faire des raisonnements fallacieux si ça me permet de pas leur apprendre à faire des raisonnements fallacieux, honnêtement. Hein. Techniquement, apprendre à en faire, c'est aussi apprendre à les détecter. Je suis pas sûr de ça. Hein. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que tu as besoin d'apprendre à faire facilement des raisonnements fallacieux pour pouvoir les détecter. Salut Esther, t'arrives dans une émission assez spéciale où je lis le chat pour la première fois sur le rendez-nous, vu que Bad Mulch est en train de manger des pop-corn depuis le début de l'émission et il ne prend jamais la parole. Donc je suis obligé de meubler, tu vois. Le concept a l'air pertinent pour jouer en ligne à titre personnel et au vu des gens que je fréquente, ça ne servirait pas. D'accord, d'accord. Ok. Bon bah je vais réfléchir. Peut-être je vais pas le faire du coup. Je verrai. Alors, revenons sur les sujets. Alors il y avait un sujet d'actualité quand même parce qu'on n'a toujours pas parlé des sujets. Il y avait deux sujets d'actualité. Il y avait un sujet, ouais, en gros il y a un seul sujet d'actualité parce que l'autre c'était Apple qui sort un autre smartphone. Mais en vrai, c'est pas hyper pertinent. Il n'y a pas grand chose quoi. Alors, là c'est un sujet.
à propos de 3 anciens, alors 2 ex-membres du RN. Oh, pardon. Alors, on va creuser un petit peu. 3 Alsaciens, dont 2 anciens membres du Rassemblement national, ont été condamnés ce 14 février à de la prison ferme. Ils planifiaient un attentat contre une loge maçonnique. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand est-ce qu'ils étaient au RN. Ils étaient sur la liste du Front National aux élections municipales de 2014. Et ils se sont retrouvés dans un groupe néo-nazi. Et aujourd'hui, ils ont été condamnés pour de la prison ferme parce qu'ils projetaient un attentat. Voilà, donc ça, on va pas en entendre parler plus que ça. Je sais pas si vous en entendu parler. Mais on a en France actuellement, j'espère que vous avez entendu parler aussi de la personne des néo-nazis, des militants d'extrême droite qui sont allés pendant une projection d'une association, ils sont allés tabasser et donner des coups de couteau, et je crois qu'il y a eu une personne poignardée en pleine rue, hein. Voilà, c'est le genre de sujets qui vont pas rester longtemps, mais il faut comprendre quand même qu'actuellement l'extrême droite représente une menace qui n'est pas assez prise au sérieux, on n'en parle pas assez dans les médias actuellement. Il y a actuellement des gens qui viennent, c'est pas des liens obscurs. Ils étaient sur la liste du Front National aux élections 2014 et ils ont été ensuite dans un groupe néo-nazi, puis ils ont projeté un attentat. Et aujourd'hui, ils ont été condamnés pour de la prison ferme. On essaie de nous dire, mais non, c'est du passé, le RN, c'était avant. Bah là, apparemment, tu passes par le RN et ensuite tu termines dans un groupe néo-nazi et tu projettes des attentats, en fait. C'est ça, c'est ça actuellement en France, la situation. Donc, je suis obligé d'en parler parce que je pense que les projecteurs dans les médias se mettent toujours dans les petites les histoires qu'il y a dès qu'il y a une personne qui est de près ou de loin, un migrant. Il faut absolument que ça fasse la une pendant 3 semaines, vous voyez. Mais le vrai problème, selon moi, pour la démocratie actuellement, c'est l'extrême droite qui, qui littéralement projettent des attentats ou en commettent, comme on a vu avec le coup de poignard récemment là. Voilà. Donc, je sais pas, parlez-en. Parlez-en parce que les gens continuent d'avoir cette image du Front National comme quoi ce serait juste un parti qui, ça y est, il a été dédiabolisé, il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, on va passer maintenant au segment questions-réponses. Je vous le propose. Je vous mets le lien. Donc, ça va être aussi un segment questions-réponses un peu spécial. Les gens qui ont posé les questions, si vous êtes dans le chat, vous pouvez interagir avec moi pendant que j'y réponds, puisqu'il n'y a personne actuellement pour interagir avec moi. Donc, on va regarder ce qui a été mis cette semaine. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, en fait, vous pouvez poser des questions en faisant un don pour soutenir l'émission, pour qu'elle puisse continuer à exister. Et ceux qui sont assez cool de le faire, ils peuvent aussi laisser une petite question ou une grosse question. Et on y répond pendant l'émission elle-même. Alors là, bon, on repart avec une énigme de Prisota. J'aime bien parce que ça va devenir un segment. Parce que quasiment chaque semaine, il y a les énigmes de Prisota qui laissent une question, qui est une petite énigme à chaque fois. Donc là, cette fois-ci, c'était: bonsoir, vous connaissez peut-être le Liechtenstein. Sachant que la longueur de ce pays est de 25 km plus la moitié de sa longueur. Quelle est la longueur totale du Liechtenstein? Oh là 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 là. La longueur de ce pays est de 25 km plus la moitié de sa longueur. Donc là, on peut poser une équation.
25 km plus la moitié de sa longueur, donc tu as x qui est égal à 25 plus x sur 2. Jusque-là, d'accord? Donc, tu as la moitié de la longueur qui est égale à 25 km. Donc, le Liechtenstein fait 50 km. Est-ce que j'ai bon? Je crois que j'ai bon, hein. 50 km? Bah, vous me direz si j'ai bon. Donc, ouais, pourquoi il parle du Liechtenstein? Parce qu'à chaque fois, le Liechtenstein, c'est l'exemple qui est repris par les libertariens pour dire regarde, le Liechtenstein, c'est un exemple de pays dans lequel notre système libertarien fonctionne. Et en fait, techniquement, c'est le pire exemple que tu puisses prendre pour mettre en avant ton système que tu défends. Pourquoi? Parce que c'est un tout petit pays qui est en fait la taille d'une commune et qui a des avantages fiscaux fous qui fait que ça attire des gens qui vont au final arriver avec tout leur patrimoine pour essayer d'échapper les impôts de leur pays. Donc du coup, ton économie n'a aucun sens vis-à-vis des lois que tu mets en place dans ce pays, tu vois. Tu pourrais mettre en place n'importe quel type de régime et il y a de fortes chances qu'il soit fructueux, puisque en plus, tu es une sorte de toute petite commune qui n'a pas à gérer de problèmes géopolitiques et qui est un paradis fiscal, quoi. Donc c'est un des pires exemples que tu puisses prendre pour un tout petit pays comme ça pour démontrer qu'un système fonctionne. Comme Monaco, ouais, c'est un peu comme Monaco. Le pauvre Prisota qui doit payer pour produire du contenu pour le RDN. Le rendez-nous? Ouais. Bah écoutez, au moins on a des petites énigmes. Ensuite, donc vous pouvez continuer à poser des questions si vous le souhaitez. La question suivante. Donc c'est une question qui a été posée et je crois que elle s'adresse à Mulch, mais vous allez me dire, ok? Je poste ici la question de Krakyou qui avait mis dans le chat. Est-ce que tu penses que tu as... Est-ce que tu penses pas que tu as la position radicale anti-livre et anti-lecture, selon laquelle lire les livres est devenu inutile depuis Wikipédia, ne fragilise pas ta crédibilité auprès de tes détracteurs? Intéressant. Alors je suis pas sûr... Alors peut-être que c'est la position de Mulch, mais je pense pas que ce soit la position qu'on défend à la base. On n'a pas une position radicale anti-livre et anti-lecture, hein. La position non déformée, je vais dire, qu'on tient, c'est que normalement, dans une discussion normale, dans une discussion courtoise, dans une discussion constructive, on ne devrait absolument pas avoir à citer des livres. On peut techniquement, si la personne nous demande est-ce que tu peux me donner des sources supplémentaires que je pourrais lire sur ce sujet, ça m'intéresse, là tu peux donner les livres en question. On ne dit pas de absolument masquer les sources que tu utilises. C'est pas ça la question. Mais la question c'est quand tu développes un argumentaire, si au bout d'un moment tu as besoin de dire c'est écrit dans ce livre-là, c'est tel auteur qui le dit, c'est qu'il y a un problème avec la manière dont tu argumentes, parce que c'est un frein à la discussion, déjà, et c'est un... Tu n'es pas spécifique sur la thèse et l'argumentaire que tu veux mener, puisque tu pousses la personne à aller voir tout un ouvrage ou toute une partie d'un ouvrage au lieu de juste dire l'argument que tu veux utiliser. Et en plus, il y a un côté élitiste à ça, qui fait que les personnes qui n'ont pas lu ces ouvrages ou qui n'ont pas le temps ou l'énergie de se mettre à la lecture de ces ouvrages-là ne pourront pas prendre partie à la discussion. Or, moi personnellement, je veux vraiment que les discussions politiques soient les plus populaires possibles. Je veux que, je crois, une des toutes premières vidéos que j'avais faites sur ma chaîne, la vidéo est plus en ligne actuellement, mais la toute première vidéo, c'était à propos du fait que je voulais que les discussions politiques deviennent beaucoup plus mainstream. En fait, moi, je pense que on est tous des citoyens
et qu'on doit tous se considérer citoyens et qu'on doit considérer toutes les personnes à qui on parle comme des citoyens. Et actuellement, ça n'est pas le cas dans le système dans lequel on vit. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que la politique, c'est quelque chose qui se passe autour, qui se passe loin, qui se passe là-haut, et que eux, ils sont ici en train de faire autre chose. Alors qu'on vit actuellement dans la société dans laquelle nous avons un rôle à jouer, le rôle de citoyen, et ce rôle-là, on ne le prend pas en compte assez. Et en tant que citoyen, quand on pense en tant que citoyen, on doit aussi penser à comment est-ce que j'aimerais que les citoyens, mes semblables, soient traités. Et lors des discussions politiques, le fait de citer un livre, c'est partir du principe que les pensées politiques et les réflexions politiques et les discours et les débats politiques sont réservés à une élite intellectuelle qui a le temps de lire des livres et de se référer à des livres et d'utiliser les livres et les auteurs comme des porteurs de sens sur lesquels on part du principe que les gens auront, auront ce sens, pourront être capables de connaître ce que ces livres et ces auteurs représentent. En plus de ça, donc c'est même pas le seul problème, il y a 2 autres problèmes supplémentaires. L'argument d'autorité, c'est-à-dire il y a un glissement beaucoup trop simple entre je suis en train de citer un auteur et un livre parce que cet auteur et ce livre sont en train de défendre ce que moi je suis en train de défendre et donc ça me permet de ne pas avoir à tout réexpliquer. Il y a le glissement entre ça et c'est quand même lui qu'il a écrit dans ce livre-là qui est bien vu. Donc tu vas pas dire que j'ai tort. Et même si les gens disent non, je cite pas le livre pour dire ça, je cite le livre juste parce que les informations sont intéressantes, en fait, il y a quelque chose d'implicite dans le fait de name dropper. Il y a quelque chose d'implicite qui fait que tu pars du principe que les gens, quand ils vont entendre le nom, quand ils vont entendre l'ouvrage, ils vont se dire ah ouais, c'est dans cet ouvrage, c'est lui qui l'a dit, ça peut pas être n'importe quoi. C'est implicite. C'est implicite que vous le vouliez ou non, ça a lieu ce truc-là. C'est le seul fait de présenter des ouvrages ou des auteurs connus va mettre cette petite graine dans la tête des gens de se dire ah ouais, c'est quand même cool. Et le dernier problème, c'est les glissements de sens. Les glissements du sens, c'est-à-dire que en citant des auteurs et des ouvrages sans expliquer l'argument que tu veux défendre, tu te retrouves à créer de la confusion autour de ce que tu es en train de dire. Parce que tu n'explicites pas très clairement l'argument que tu es en train d'utiliser, tu pointes vers quelque chose de vague. Toute une œuvre. Et ça t'empêche de faire de la nuance, ça t'empêche de prendre une partie du propos. Tu es obligé de réfléchir avec des blocs. Tu es obligé de réfléchir avec tel ouvrage, tel ouvrage, tel ouvrage. Moi, je pense pour éviter tous ces problèmes, tu peux continuer à lire des livres, tu peux continuer à recommander des livres, il n'y a aucun souci. Mais dans les débats, dans les discussions, quand tu t'exprimes sur des idées, réexprime l'argument, réexplique ce dont tu es en train de parler. Ça va faire du bien à tout le monde. Ça va faire du bien à toi, parce que du coup, tu pourras, quand tu exprimes l'idée, des fois, on se rend compte qu'on dit n'importe quoi. C'est-à-dire, tu l'as lu dans un livre, mais est-ce que quand tu essaies de l'expliquer, ça fait sens? Parce que c'est pas la même chose d'être convaincu en lisant le livre et derrière d'essayer de le réexpliquer, de le reformuler. C'est pas les mêmes exercices. Et beaucoup de gens ont été convaincus dans le livre, et vu qu'ils n'ont jamais essayé de le réexprimer, ils ont jamais été confrontés, quand les gens te posent des questions, aux problèmes fondamentaux. Parce que l'auteur, quand il est dans son livre, quand il est en train de l'expliquer, il peut faire un mauvais travail de lui remettre en question son idée et te présenter que les bons aspects. Il peut faire du cherry picking sur les arguments, vous voyez. Si toi, tu n'as que la vision de l'auteur et que tu as été convaincu, et que après tu ne fais que pointer vers l'ouvrage en disant non, mais Kropotkin, il explique tout bien dans La conquête du pain, par exemple, vous voyez, bah, tu vas pas être confronté au problème que représente l'expression même de ces idées et le fait que peut-être ça marche pas, quoi. Oui, on peut sortir un texte du contexte et déformer le propos. Ouais, aussi, ouais. C'est cool que t'aies mis en boucle Mulch en train de manger popcorn, même s'il a raté le rendez-vous. Bah ouais. Mais en fait, il a pas raté le rendez-vous, il est juste là en train de manger popcorn. D'ailleurs, il est assez intéressé par ce que je suis en train de dire actuellement. Hein. Regardez bien. Ça va Mulch?
Voilà, donc, voilà, j'ai dit un peu tous les problèmes qu'il y avait avec les livres. Le gros problème des livres. Donc, je suis pas anti-lecture, je suis pas anti-livre. J'ai des problèmes avec aujourd'hui la manière dont les livres sont traités. Je trouve qu'il y a une sacralisation des livres aujourd'hui. Je trouve qu'il y a aussi ce côté-là où les livres sont sacralisés. Le fait que ce soit dans un livre rend la chose un peu spéciale. Alors qu'il n'y a rien de spécial. Vous pouvez vous faire éditer vous-même à compte d'auteur. Là, demain, vous avez un livre avec votre texte à l'intérieur, vous voyez. Mais je sais pas, quand tu le vois dans le matériau physique, tu as le livre, il est là. Bah, il y a des gens, ça les impressionne, c'est spécial pour eux. Parce qu'on a été éduqués à faire le lien entre le savoir et le fait que ce soit dans un livre. Et beaucoup de gens se disent, si c'est dans un livre, c'est qu'il y a quelque chose d'important, quoi. Donc voilà, donc ça c'était la position, c'était pour préciser la position sur les livres. Et ensuite la question c'est, est-ce que tu penses pas que la position selon laquelle lire des livres est devenue inutile depuis Wikipédia ne fragilise pas ta crédibilité auprès de tes détracteurs? Bah, en fait, n'importe quelle position que tu vas avoir va fragiliser la crédibilité auprès des détracteurs. L'idée, c'est derrière, est-ce que cette position, elle est censée? Et si c'est une position qui est censée, est-ce que ça vaut pas le coup de la défendre? Et est-ce que ça vaut pas le coup de mener le combat face aux détracteurs qui vont vous combattre? Moi, je pense que même si tu as des détracteurs qui vont profiter du fait que tu dis publiquement que les livres sont pas nécessaires pour le savoir, et eux, ils vont en profiter pour dire regardez, il fait pas le taf, il lit pas les livres, il a pas autant de culture que ce qu'il faudrait pour pouvoir vous parler de tous ces sujets-là. Moi, je pense que ça vaut le coup de mener cette bataille culturelle, de dire non, même si vous ne lisez pas, vous pouvez avoir une base de connaissances culturelles, de connaissances politiques, de connaissances économiques, avec plein d'autres types de médias qui sont accessibles à plein de gens qui aujourd'hui ne sont pas à l'aise avec la lecture. Vous avez des vidéos qui sont bien montées sur les sujets, vous avez des articles de médias, de Wikipédia, etc., qui sont super. Et je pense que ça vaut le coup, même si c'est vrai que ça donne un moyen aux gens de dire regardez, ils sont pas solides sur la lecture des textes fondateurs et tout. Moi, je pense que ça peut être bien de mener ce combat, de remettre en question le diktat, comme quoi on doit absolument lire les livres à la source. Je les ai les livres, hein. S'il faut faire l'argument d'autorité, moi aussi je peux te sortir l'existentialisme ou je sais pas quoi, tu vois. Mais je pense vraiment pas que ce soit le but. Je pense que le but c'est n'importe quel citoyen dans ce pays doit pouvoir avoir une accessibilité la plus simple possible sur les sujets politiques, les sujets de la vie de toujours, les sujets philosophiques aussi, sans avoir l'impression qu'il a raté le coche. Parce qu'il n'aime pas la lecture, parce qu'il n'a pas lu certains ouvrages et qu'il les lira sans doute jamais. J'ai pas envie qu'une seule personne ressente ce sentiment-là parce qu'il est faux, déjà, et parce que ça nous met en danger en tant que société. Ça crée juste une petite classe de savants qui en fait savent pas grand-chose parce que quand tu leur parles sur tous ces sujets-là, ils arrivent même plus à réfléchir par eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent réfléchir qu'en mettant dans des cases de ce qu'ils ont déjà vu, des idées des penseurs qu'ils connaissent et tout. Enfin bref, pour beaucoup, là je fais des généralisations. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas dans ces critères-là, hein, bien sûr. Mais c'est ce que j'ai vu en tout cas perso. Voilà, c'était la réponse à ta question. Euh, Mais du coup, question un peu taquine. Quand t'es sur un article Wikipédia, tu fais quoi? Mais c'est ça qui est fou, c'est que moi, j'ai aucun je lis toute la journée en fait. C'est juste que je ne lis pas des livres. C'est-à-dire que je ne prends pas un ouvrage, d'accord? Je prends pas un ouvrage pour, pendant des heures, tourner les pages et lire une par une les pages du livre parce que j'y arrive pas. J'y arrive pas techniquement. J'aimerais, hein, c'est-à-dire j'ai une liste de livres que j'aimerais lire, tu vois. Mais j'y arrive pas. Par contre, quand je suis dans une recherche d'information, ça veut dire je veux savoir quelque chose. Il y a quelque chose que je veux savoir.
Ça me pose pas du tout de problème de chercher l'information, de lire des pages et des pages pour trouver ce que je recherche. Ou des fois, je tombe dans des trucs je veux savoir comment s'est passé un élément historique et donc je vais lire des trucs, il n'y a aucun souci. Mais par contre, tout arrêter et lire dans un livre, ouais, non, j'y arrive pas. Peut-être un jour j'y arriverai, hein. J'ai essayé, en fait, ok, j'ai essayé de le faire une fois et je suis tombé sur un très mauvais livre, mais je crois que c'est une des meilleures choses qui ait pu m'arriver. En fait, je suis tombé sur un livre qui était mauvais. Mais mauvais à tel point que j'ai été capable de m'en rendre compte. C'est-à-dire, c'était un traité sur la vertu et c'était une catastrophe. Et en fait, ça m'a permis de désacraliser complètement, à mes yeux, le concept de livre, avec le fait que si c'est dans un livre, c'est important euh, et qu'on a besoin de lire des livres pour avoir du savoir et tout. J'ai littéralement, je me suis levé, j'étais en train de lire ce truc. Je me suis levé, je me suis dit en fait, c'est juste un mec complètement nul qui est en train de me donner son point de vue. Et il n'y a aucune valeur à ce truc-là. Et ça m'a ouvert les yeux à ce moment-là. Ça m'a ouvert les yeux parce que jusqu'à là, j'étais dans le délire de l'école que euh, quand tu lis un livre, ça va t'apporter quelque chose. Et, et vu que à chaque fois que tu lis un livre en disant ça va m'apporter quelque chose, tu es prompt tu baisses tes gardes et tu es prompt à recevoir ce que l'auteur veut te donner, quoi. Et c'est pas toujours une bonne chose. Merci de déculpabiliser du manque d'intérêt des livres. Oui, 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 il faut absolument déculpabiliser les gens. Vous vous rendez pas compte, moi, toute mon enfance, les gens, le fait que je lise peu, ça a été vu comme on se disait, ah, peut-être que ça va lui manquer dans sa vie. C'est-à-dire que peut-être il va être moins bon que les autres parce qu'il a pas lu des livres. Il y a vraiment eu ce truc-là. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais moi, il y a vraiment eu un côté de il lit pas beaucoup, donc c'est une mauvaise chose. C'est grave, quoi. Tu vois, vous voyez? Je l'ai vécu, ça. J'ai vécu ce truc-là. Et moi-même, je m'en suis voulu. Je me suis dit, bah, comment je vais faire? Il faut que je lise. Des fois, je m'obligeais à lire. Et c'était une souffrance. Moi, en fait, je crois que c'est un problème d'attention. Parce que moi, des fois, je peux aller jusqu'à la fin de la page. Et je me rends compte que j'ai rien suivi. C'est-à-dire mes yeux, ils ont continué jusqu'à la fin de la page. Et je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et je suis obligé de relire tout le truc. Alors attention, hein. J'ai quand même lu des livres, hein. Je suis pas non plus. Mais c'est juste que c'est dur de lire volontairement. Moi, j'ai lu les livres quand c'était obligé, quand j'étais à l'école. Par contre, je les lisais vraiment. Parce que je me rappelle, j'étais énervé des gens qui arrivaient avec une fiche de lecture, qui venaient de lire juste la fiche de lecture pour pouvoir répondre aux questions des interros sur de lecture. Et ils avaient aucun problème, quoi. C'est fou. Ils avaient rien lu du livre. Ils arrivaient avec la fiche, ils avaient lu juste la fiche de lecture en ligne. Et ils avaient genre 20. Et toi, juste, parce qu'ils lisaient la fiche de lecture juste avant le contrôle, tu vois. Et toi, t'avais lu pendant toutes les vacances. Tu t'étais fait un tableau. Tu t'es dit, ok, je dois lire 34 pages par jour. Au bout, tu vois ce que je veux dire? Et t'avais réussi à tout lire, mais c'était pas tout dans ta mémoire vive. Il y a des trucs, ça fait 3 semaines, tu les as pas lus, donc il y a marqué quel est le nom de la tante de je sais pas qui. Et toi, tu vas avoir faux, tu vas avoir 15, eux, ils vont avoir 19 parce qu'ils viennent de lire la fiche de lecture du truc. Voilà, voilà. Alors attendez, il y a une autre question. Mais attends, moi j'aime bien le sujet des livres et tout, on peut continuer à en parler. J'ai envie de voir un peu ce que vous me dites. Faire les recherches, faut lire. Bah oui, bien sûr. Mais c'est ça qui me rendait. Quand j'étais petit, je me dis, mais attends, mais il y a plein de textes dans les jeux vidéo auxquels je joue. Donc pourquoi le texte qu'il y a dans les jeux vidéo auxquels je joue, pourquoi tu sais, quand tu joues à des RPG, quand tu joues à des trucs, des fois il y a des. Ça n'en finit plus, tu vois. Tu lis des dialogues et des,
et du lore de l'histoire qui n'en finissent plus. Et pourquoi les gens dans ma vie, les profs et tout, pourquoi ils donnent pas de la valeur à ça? Pourquoi la seule valeur en termes de lecture, ce serait le livre? Et ça, honnêtement, c'est pas cool, quoi. Donc je remonte un peu dans le chat de ce que vous me dites. Euh, T'as jamais lu des romans hors essais traités? J'ai, si, j'ai lu pas mal de romans, mais ça m'a pas semblé plus intéressant que ça. Moi, quand je lis des livres, c'est souvent des trucs non fictionnels. Euh, Ça peut être des trucs sur des recherches, genre des trucs sur la philosophie, la psychologie, le fonctionnement du cerveau. C'est ça le genre de truc qui peut m'intéresser. Les romans, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué, j'ai du mal à me mettre dedans, quoi. Donc ouais, Harry Potter, moi, je me rappelle, je m'étais forcé, je m'étais dit, bon, allez, je vais en lire un. C'était le 4. J'ai mis un an, les gens. J'ai mis un an à le lire en entier, le 4. Il m'a fallu un an entier pour le finir, à l'époque. Dans le même ordre d'idée, je trouve inefficace de mettre un prix d'accès à certains contenus politiques, Mediapart, hors série, arrêt sur image. En gros, un pauvre de gauche n'aura pas les infos. Ouais, c'est assez bizarre. Moi, j'ai du mal à mettre sur le. J'ai du mal à me dire comment ils vont faire pour financer. C'est un problème qu'ont les médias de gauche. Les médias de droite, ils ont aucun problème parce que eux, ils considèrent. En fait, c'est toujours le même problème, hein. Pour la droite, c'est le mode facile. Pour la gauche, c'est le mode difficile. Pour la droite, eux, ils considèrent que il faut être méritocrate et que si t'es pauvre, tu mérites même pas d'avoir l'information. Donc ils ont aucun problème à te mettre les journaux de droite payants, etc. En plus, ils ont l'argent, donc ils peuvent mettre gratuit la propagande pour les pauvres et payant les bons filons pour gagner de l'argent, etc., pour échapper aux impôts. Enfin, bref. À gauche, le problème, c'est normalement, ce que tu mets en vente, ça devrait être accessible au plus grand nombre. Par contre, tu fais comment, toi, pour vivre si tu le mets pas en vente, tu vois? Donc il y a vraiment ce problème, hein. Mulch, je sais que Mulch, c'est pour ça qu'il est passé par du crowdfunding pour sa série de vidéos. Et, euh, et Mulch, Mulch, par exemple, la dernière fois, on parlait de ça, on se disait, mais le modèle de Osons comprendre, c'est peut-être pas le meilleur modèle, parce que Osons comprendre, du coup, ils ont une plateforme privée avec les vidéos dessus, mais du coup, c'est du contenu qui est censé servir pour le peuple, quoi. Donc c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Donc c'est pour ça, lui, la série qu'il propose, il la finance en crowdfunding, comme ça après il peut la mettre en public pour le maximum de gens. Mais c'est compliqué de trouver des financements. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent 300 000 euros facilement, tu vois. Mais, mais sinon, c'est compliqué. Bref. Euh... Vrai strat, les fiches de lecture, j'ai baratiné sur Madame Bovary à l'oral de bac, je l'avais même jamais lu. Oh là là, j'aime pas ça. En fait, c'est ceux qui lisent les fiches qui sont basés. Je sais pas, les gens, je pense juste c'est l'institution qui est une catastrophe. Si tu fais des contrôles de lecture et qu'une fiche suffit à donner l'impression que tu as lu le livre, c'est que le contrôle est une catastrophe. Moi, je pense que les fiches de lecture, ça devrait être juste la personne dit ce qu'elle a pensé du livre. Et je pense qu'à partir de là, tu peux donner une notation sur à la fois le fait que la personne ait lu le livre et à la fois la capacité de s'exprimer en français. C'est des cours de français quand même. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de faire un contrôle uniquement sur le fait est-ce que la personne a lu le livre ou pas. Si tu faisais un contrôle sur une question
qui porte sur le texte et c'est une expression libre de la personne, ça te permet de voir à la fois est-ce que la personne a une bonne connaissance du texte, ça fait partie de la notation, et en même temps, est-ce que la personne a un avis pertinent et sait l'exprimer, quoi. J'ai lu L'étranger de Camus et il m'a fallu arriver au chapitre 10 pour enfin rentrer dans l'histoire. J'ai trouvé ça moyen. Je l'ai lu aussi et honnêtement, le style est catastrophique de ce livre. Mais il m'a été plus facile de le lire que d'autres livres. Parce que les phrases, enfin, le narrateur est vraiment. Le narrateur est robotique, quoi, dans son explication des choses. Mais je sais pas, au final, c'était plus simple à lire pour moi. Mais il est spécial, hein, comme livre. Hein. Waouh! Je sais pas, le narrateur, c'est un peu un sociopathe. Hein. Attendez, je vous rattrape là ou pas? Dans le chat. Les livres qu'on te donne sont turbo barbants. Et de base, l'école est un système nul. Je suis sorti de l'école depuis 5 ans et pourtant, je fais toujours des cauchemars où je suis en devoir surveiller. Ouais, ça me l'a fait longtemps, les cauchemars où j'étais encore à l'école. Ça me le fait plus, mais maintenant, c'est assez cool. Mais moi, un des trucs qui m'a le plus marqué, j'ai dû lire un livre sur la vie dans les camps à la Seconde Guerre mondiale. Et honnêtement, je pense que c'était trop tôt pour me faire lire ça. Et ça m'a vraiment dégoûté, quoi. Ça m'a dégoûté de la lecture elle-même parce que c'était juste horrible. J'étais au collège. Je pense que c'est un peu trop tôt pour faire lire ça. Tu peux en parler, mais le lire des témoignages hyper vifs. Même là, j'ai même pas envie de vous parler des trucs que j'ai lus dans ce livre-là, tellement c'était horrible et que ça m'a marqué. Et au final, personne l'avait lu. Et elle a dit bon, bah, vu que quasiment personne l'a lu, on va pas faire de contrôle dessus. J'ai trouvé ça horrible de faire ça parce que moi je l'avais lu, tu vois. J'étais en mode putain, je l'ai lu pour rien. Et enfin, c'était pas pour rien, mais bon, j'aurais jamais eu cette lecture seule. Je lis que par la recherche perso. Bah ouais, c'est une des principales sources de lecture. Pour moi aussi. Moi, je dis souvent à ma femme qui lit les livres constamment qu'en quantité, je la détruis juste. Et juste que c'est pas des livres, c'est de la doc, des posts de forum Reddit, des blog posts, des news. mais, mais ouais, c'est ça en fait. Mais après, c'est pas exactement le même type de lecture. Hein. Je vois quand même l'utilité de lire des récits. C'est une manière, je pense que permet, ça te permet de voir le déroulé de la pensée de quelqu'un d'autre. Et je pense que ça peut être assez pertinent pour. Ouais, je pense qu'il doit y avoir un intérêt quand même. Euh, je crois que je vous ai rattrapé. Salut, j'ai jamais autant lu que le jour où j'ai colossé. Je sais pas ce que c'est. Ah, coloqué, ok. Était en coloc avec un richou qui avait plein de bouquins. Avoir tous les bouquins à portée de main a vraiment été un game changer. Ah bon? Et sinon, t'as la bibliothèque, hein. Avant ça, j'achetais péniblement les livres obligatoires. Sinon, on me disait bibliothèque. Ah bah voilà. Mais c'était loin et contraignant. Ah ok. Un truc, ok. Outil de distinction sociale. Ouais, il y a beaucoup de ça. Outil de distinction sociale, je pense, les livres sont beaucoup un outil de distinction sociale. Hein. Le truc ah, t'as pas lu ce livre, ça ferme la conversation. Hein. Ok, alors, il y a une autre question. Les gens, vous pouvez continuer à poser des questions pour le rendez-nous. Il y a quelqu'un qui en a posé une. Alors, on va la lire. Merci beaucoup d'ailleurs pour le soutien et pour la question. Alors, la question est la suivante.
La politique nationale de nombreux pays en Europe se tourne vers l'autoritarisme, voire le fascisme. Penses-tu que la gauche FR devrait lutter pour une UE progressiste ou bien simplement être antifasciste au vu du risque d'une UE d'extrême droite en plus de l'ingérence de Musk? Penses-tu que la gauche FR devrait lutter pour une Union européenne progressiste ou bien simplement être antifasciste? J'ai du mal à voir la distinction, la nuance entre les deux. Donc tu demandes est-ce que la France devrait avoir comme élément de langage qu'on veut une Union européenne progressiste ou juste être en général antifasciste sans prendre l'Union européenne comme point de repère, c'est ça la question? J'essaie de comprendre la nuance que tu veux qu'on analyse. Moi, je pense que au stade où on en est, il faut vraiment se concentrer sur ce sur quoi on a un pouvoir. On a un pouvoir sur le fonctionnement de la France. Là-dessus, on a un vrai pouvoir. Je pense que si tu fais une campagne pour une Union européenne progressiste en n'ayant pas le pouvoir de changer la direction de l'Union européenne, tu te retrouves dans une situation où c'est vraiment un coup marketing et ça n'a un intérêt que court terme pour essayer de faire un coup marketing autour de l'Europe de progressiste. Tu vois, c'est un peu un truc à la Glucksmann où tu vas avoir des beaux discours sur l'Europe. Et derrière, en fait, tous les gens qui t'ont suivi sur ce beau discours, si un jour tu es mis en capacité de mettre en place ce que tu proposes et que tu démontres que tu ne peux pas mettre en place ce que tu proposes, tu vas complètement trahir la gauche, en fait, en général. Et tous les gens qui t'auront suivi dans cette aventure vont se sentir floués et vont abandonner la politique. C'est pour ça que j'étais fermement opposé à Hamon et ensuite à Jadot pendant les campagnes présidentielles précédentes, parce que c'était des gens qui ont amené avec eux des gens autour d'idéaux de gauche, mais sans jamais proposer la remise en compte des traités européens. Donc c'est des gens qui vont de toute manière devoir trahir leur électorat, puisqu'ils ne pourront pas être en capacité de faire ce qu'ils proposent. Donc je pense que c'est vraiment important de pas uniquement avoir pour but de mettre en œuvre des coups marketing et des coups politiques, et de vraiment penser quand on sera aux manettes, quand on aura le pouvoir, et, comment on fait pour que ce soit utile, pour passer à la suite. Parce que ça sert à rien de se dire ah oui non mais viens on essaie d'obtenir le pouvoir le plus vite possible, parce que tu te retrouves dans une situation où ton camp politique n'est pas en mesure de faire des choses concrètement. Moi, j'adore l'exemple de François Hollande qui arrive au pouvoir en France, qui était au PS et qui s'est retrouvé avec une majorité à l'Assemblée nationale et une majorité au Sénat. C'est-à-dire que le PS a eu, dans ce pays, les pleins pouvoirs. Le PS aurait pu faire tout ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il a fait? Un programme libéral de merde. Donc honnêtement, je veux. Et derrière, ça a fait du mal. Ça a fait énormément de mal à la gauche derrière ça. Il a fallu vraiment ramasser à la petite cuillère l'électorat de gauche, qui était pourtant très content. Qui était pourtant très content à l'époque de la victoire de Hollande. Il a fallu aller les chercher, ces gens-là. Et aujourd'hui seulement, on arrive à retrouver des gens qui veulent que la gauche gagne, tu vois. Mais Hollande a vraiment. Voilà. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que, du coup, Hollande a gagné sur mon ennemi, c'est la finance, et derrière, ne l'a pas fait. Donc, si tu vas te battre avec on est pour une UE progressive, et derrière, t'es mis au pouvoir en France, et on se rend compte que l'UE n'est pas, tu ne peux pas du tout changer le courant politique au sein de l'UE, tu ne peux que changer ce qui se passe en France. Bah, il y a beaucoup de gens qui t'auront suivi là-dedans, qui vont pas comprendre, qui vont demander d'agir au niveau européen, et ça pourra te forcer à faire des choix politiques qui seront pas vraiment utiles pour garder ton électorat, tu vois. Ça pourrait te forcer à faire des trucs d'apparat pour essayer de dire regardez, non, je fais des trucs pour l'UE progressif, comme je l'avais dit. Non, du coup, moi je pense qu'il faut être antifasciste
et il faut récupérer le pouvoir en France. Et il faut mettre en place le programme qu'on sait qui fonctionne en France. Il faut prouver, il faut prouver par les faits que ce qu'on propose, en fait, c'est une bonne chose pour tout le monde. Faut réussir à avoir le. Vous voyez un peu la frustration que c'est actuellement d'être à deux doigts d'obtenir le pouvoir dans le pays, parce qu'on était vraiment à deux doigts d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée. Là, on a une majorité uniquement relative à l'Assemblée. On a été à deux doigts du coup d'avoir un ministre si jamais le président avait respecté l'usage de la Ve République. On était à deux doigts d'avoir un Premier ministre de gauche. Et vous voyez à quel point à chaque fois on se rapproche, et que si on avait ne serait-ce que une toute petite porte d'entrée, même là, avoir obtenu un Premier ministre, ça aurait pu débloquer des décrets d'application signés par le ministre. Et du coup, on aurait pu enfin montrer une gauche de rupture au pouvoir qui met en place son programme. Même pendant un jour de décrets d'application, un jour, tu sors tous les décrets d'application que tu peux. Derrière, s'ils veulent enlever les décrets, ils sont obligés de montrer leur vrai visage. Ils sont obligés de prouver que la gauche a fait ce qu'elle était capable de faire. Et ils sont obligés de prouver que eux sont opposés au peuple et à l'amélioration de la vie dans ce pays. Donc, il faudrait uniquement avoir que la gauche puisse obtenir le pouvoir une fois, quoi. Derrière, avec un vrai programme de rupture, pour pouvoir le prouver et pour que le peuple soit là en mode mais attendez, mais en fait la gauche c'est bien en fait, non? En fait, on m'a menti sur le revirement de la rigueur ou je sais pas quoi sous Mitterrand, et en fait Hollande était pas de gauche. Et en fait là la vraie gauche elle était là depuis le début et elle pouvait vraiment améliorer ma vie. Bah du coup on fait ça, non? Voilà, donc on a besoin de ce moment, quoi. On a besoin de ce moment où la gauche de rupture peut mettre en application une partie de son programme et montrer à tout le monde ce que ça pourrait donner. Eh ben écoutez, alors attendez. Est-ce que... Comment on voit? Est-ce que c'est fini le segment question-réponse? Attendez, il y a peut-être des réactions à ce que je viens de dire. En gros, je pense progressiste égale gauche PS, antifasciste égale gauche de rupture. Bah, si t'es pas antifasciste, t'es pas progressiste, hein. Ça, déjà, faut être clair là-dessus. Faire une campagne pour une UE progressive quand on a déjà une France progressiste. Ça, ouais. Une fois que la France est progressiste et que t'as un pays qui est genre solidement progressiste, tu vois, là, tu peux faire une campagne en disant la France peut montrer l'exemple et tout, tu vois. Tu peux répondre à la même question, mais avec une perspective situationniste. Non, je ne peux pas. Euh, le PS n'a rien fait, ni sur l'ouverture des frontières. Ouais, il y a eu des trucs, mais c'était vraiment à la marge, et il y a eu des lois négatives et tout. On a déjà parlé de Hollande, on va pas, on va pas tout refaire. Eh ben, je pense que ce sera tout pour le segment questions-réponses. Alors, avant de partir, je voulais vous dire que le podcast est enfin de retour sur Deezer. On m'avait dit qu'il n'y était plus. En effet, du coup, je l'ai remis. Donc, merci de m'avoir tenu au courant. N'hésitez pas à aller sur toutes les plateformes pour mettre des likes, des commentaires, des trucs. J'espère que vous avez apprécié cet épisode spécial un peu particulier sans Bad Mulch. Normalement, on se donne rendez-vous avec Bad Mulch la semaine prochaine pour un épisode plus usuel, on va dire. Et voilà pour le rendez-vous.